Si vous nous rejoignez, Gérard Filoche est notre invité ce soir et Christian Persson, patron, président du groupe Humalis, nous a rejoint également sur ce plateau. Si vous nous rejoignez, ça se passe aussi sur Twitter, accessoirement, hashtag News et compagnie, comme chaque soir. Merci de nous être fidèles. Emmanuel Macron, vous le suivez de près. Depuis lundi, ça se passe à l'Assemblée nationale, évidemment, pour son projet de loi pour la croissance et l'activité. Vous avez dit, sa loi ne crée que du chômage, du désordre, de la misère. Vous ne lui prêtez pas une trop grande responsabilité? On a dit que c'était un petit pas à peine, cette loi, finalement. Qui est 150 articles. On va s'attaquer à l'inspection du travail, on va s'attaquer au prud'homme, on va s'attaquer à la médecine du travail, on va faciliter les licenciements, on va faire que même les handicapés aient des difficultés pour avoir du boulot. Il va y avoir une insécurisation des élus du personnel. Il n'y aura plus de contraintes contre les employeurs, même pas une menace. Il n'y a rien, Gérard Filoche, rien qui peut trouver grâce à vos yeux dans 100% rétrograde. C'est 19e siècle, parce que l'état d'esprit qui préside à cette loi, c'est une loi qui dit il faut flexibiliser, déréguler pour faire de l'emploi. C'est ça qui marche à l'étranger, Gérard Filoche. Eh bien, je vais vous dire, chaque fois qu'on dérégule, il y a du chômage en plus. C'est pas vrai. C'est l'expérience complète depuis 30 ans en France. Non. Ah bah, et le France, seul moment où mais monsieur, c'est les pays les plus pauvres qui dérégulent. C'est pas vrai. C'est les pays les plus flexibilistes qui se dérégulent. Et les pays les plus riches respectent leurs salariés. Ils ont des salariés bien payés, bien formés, bien traités. C'est ça la solution pour sortir de la crise. C'est pas de baisser les salaires, c'est d'augmenter les salaires. C'est pas de faire moins de droits du travail, c'est de faire plus de droits du travail. C'est de faire du bonheur pour que les salariés puissent effectivement relancer l'économie. Faut pas s'appuyer sur les patrons. Les patrons, les patrons, avant que votre invité parle, je vais vous dire, le malheur des patrons, selon moi, c'est qu'ils ont la main de la finance. Et ils ne peuvent pas résister parce que la finance, alors dit, ça rapporte plus de mettre de l'argent dans les îles. Mais pas tous les patrons, Gérard Filoche, pas tous les patrons. Il y a les petits patrons, il y a les PME. Madame, il y a 1000 entreprises qui font la moitié du produit intérieur brut. Parlons de celle-là. Parlons pas que de celle-là, justement. Mais c'est celle-là qui compte. Tous les autres sont sous-traitants. Bon, alors. Ils sont dans des groupes. 80% des PME sont dans des groupes. Donc il faut parler de ceux qui dirigent. Les 1000 patrons qui dirigent ce pays et qui ont la moitié du pays dans leurs mains. Bon, on donne la parole quand même à un patron ce soir qui est attentif évidemment à ce qu'il se dit. Et vous en pensez quoi? Vous validez? Eh bien, je pense que la loi Macron, c'est un bon début. C'est sûrement l'avenir. Je crois que Monsieur Filoche, que nous connaissons bien, quand j'étais tout petit, je le voyais à la télé. Donc c'est l'homme du passé. Et la loi Macron, portée par un ministre qui est jeune, c'est l'avenir. Donc je pense que cette loi, c'est un bon début. Elle ne va pas encore assez loin. Moi, je vous dis, en tant qu'entrepreneur, une loi ne crée pas l'emploi. C'est certain, la loi ne crée pas l'emploi. Ce sont nous, entrepreneurs, c'est les entreprises qui créent des emplois et qui donnent aux gens des conditions de vie décentes et qui leur permet d'espérer une vie meilleure. Et c'est faux de dire que seules 1000 entreprises dirigent la France. Il y a, je ne sais pas, votre boulanger, 50% du produit intérieur brut. 1000 entreprises, 50% du produit intérieur brut. Et si vous ne permettez pas à des petites entreprises de devenir un jour des grandes entreprises, eh bien, vous allez pérenniser le système. Ce que dit Macron aux jeunes, devenez milliardaire. Dans votre camp, ils disent que cette loi, elle n'a rien à voir avec l'austérité. C'est une politique sociale libérale. Plus de souplesse pour licencier dans certains cas, moins de protection pour certains locataires, plus de concurrence dans quelques secteurs. Sur le travail de dimanche, on donne quoi? On donne des garanties aux salariés concernés. Mais il n'y en a aucune. On leur fait du volontariat. Aucune, madame. Mais il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Si votre patron ne veut pas que vous travaillez le dimanche, vous ne travaillerez pas. Si vous ne voulez pas travailler le dimanche et que votre patron veut, vous travaillerez. C'est le patron qui décide. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Jamais. Dans ce cas, Gérard Filoche, c'est pareil en semaine, quand un patron décide de ce qu'on va faire. Donc il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Et la deuxième chose, c'est que la loi ne prévoit, je tiens à le dire, parce qu'il y a tellement de mensonges qui sont racontés là-dessus, qu'il n'y a aucune majoration du salaire dans la loi Macron pour le dimanche et pour la nuit. On va faire travailler des femmes pauvres et précaires et des étudiants désargentés jusqu'à 23h59 sur les Champs-Élysées ou dans des boîtes pour vendre du parfum dont il n'y a pas besoin et pour des Chinois qui ne lâcheront pas. Donc quand tu dis des dimanches payés double, c'est quoi? C'est du jamais la loi ne prévoit ça, madame. Où ça? Donc, montrez-moi l'article de la loi Macron qui prévoit ça. On attend de voir, Laurent Neumann. Oui, monsieur, vous en connaissez une? Je parle sous votre contrôle. Il y a une majoration dans la loi? Je parle sous votre contrôle. Il y a 30% des Français qui travaillent aujourd'hui le dimanche. Oui, parce que c'est nécessaire. Et il y en a une très très grande proportion qui travaillent le dimanche sans majoration de salaire.
Or, ce que prévoit cette loi, c'est C'est qu'il faut une justement discussion de réguler, de manière à entre le réguler. patron et les responsables syndicaux, et que ce travail le dimanche doit justement être accompagné d'une majoration salariale. En revanche, ce que la loi ne prévoit pas, c'est le montant de la majoration salariale. Mais en tout cas, il faut qu'il y en ait. Ah bah c'est obligatoire. Zéro confiance C'est obligatoire. Monsieur, quand les magasins ouvrent le dimanche, il y a moins de chiffre d'affaires le dimanche que les autres jours. Ça ne crée aucun emploi, ça ne fait pas un chiffre C'est d'affaires pas vrai. supplémentaire. Non, mais encore Et une donc fois, il y aura des encore une frais fois, ce qui a été fait supplémentaires. à l'étranger montre que c'est Mais pas vrai. C'est au contraire, les magasins sont vides le dimanche. Non, c'est absolument Et ça faux. coûte plus cher C'est d'ouvrir le absolument dimanche. faux. C'est faux. Et donc ils ne payent pas les salariés davantage. Dès qu'il y a la généralisation de l'ouverture, il n'y a plus de primes. Et la même chose pour la vente de nuit. Donc c'est pour ça que la loi renvoie ça à la négociation. Et la négociation, le patron il dira, bah écoutez, il n'y a eu personne aujourd'hui dans le magasin, je ne peux pas te payer de prime. Et tous les salariés qui croient avoir une prime Personne dans le vont être magasin, il dupés. n'ouvrira pas. Hein. Mais si la loi prévoit qu'il ouvre. Mais Gérard Filoche, il alors ouvre pourquoi le les dimanche, Français, il ouvre Gérard le Filoche, dimanche. pourquoi les Le Français ministre, valident maintenant, va alors décider de l'ouverture dans les zones touristiques internationales. Le ministre. Quand c'est pas le ministre, c'est le préfet. Non, c'est pas on du va tout, même c'est plus le maire. consulter les petits commerçants. C'est le maire qui Mais décide. attendez, Juste une question, Gérard oui, Filoche, pardon. et je donne la parole à Christian Persson. Pourquoi est-ce que les Français valident alors? Ils sont pas effrayés par cette réforme. Ils sont pas effrayés, ils le disent. 6 Français sur 10, de droite comme de gauche, ils votent pour, a priori, ce projet de loi Macron. Pourquoi alors? Faites-moi, écoutez, j'ai fait 53 minutes sur mon blog où j'explique tous les articles de la loi. Si les Français savaient tous les articles de la loi, ils seraient immédiatement contents. C'est parce que l'information pour l'instant est insuffisante. On ne parle que du dimanche, mais pas de la facilité de licencier. On ne parle que du travail en soirée, mais on ne parle pas de la destruction du code du travail par ailleurs. Dans les transports, alors par exemple, ça va Mais attendez, ah oui, c'est les autocars. Ouais. Les diligences peut-être. Parce que moi je suis contre les autocars. Je comprends même pas. Je comprends même pas. On va avoir une conférence climat à la fin de l'année. Bah oui, Mais c'est du on a covoiturage, lutté pour faire passer le train devant, le fret devant, et on va rétrograder avec du diesel, avec des risques sur les routes, avec le tout autoroute sur les autocars. Macron il a cette particularité de dire aux jeunes enrichissez-vous, devenez milliardaires, et en attendant roulez en autocar parce que vous êtes trop pauvres pour vous payer le TGV. Ça c'est la loi Macron. En tout cas, Monsieur Filoche, il compte le temps des autres, il compte pas son temps de parole. Simplement, je vois pas pourquoi on interdirait aux Français de travailler autant qu'ils ont envie. Je pense que ça fait partie des demandes des personnes. Hein. Vous faites partie des gens qui ont salué la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc, de ce fait, beaucoup de gens ont gagné moins. Nous, en tant que chef d'entreprise, en fait, tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien payés, le mieux payés possible. La vraie crainte que nous avons, c'est de ne pas trouver les compétences que nous recherchons. C'est pas toujours facile de trouver, au moment où nous le voulons, les gens compétents, dans tous les métiers possibles, y compris en boulangerie, y compris en informatique. Ce qui concerne la durée du travail. La durée maximale du travail en France est de 48 heures. J'espère que vous ne proposez pas de la faire sauter. Elle est de 10 heures par jour. J'espère que vous ne proposez pas de la faire sauter. Au moins, les 15 pays européens encore la respectent. Hein. C'est encore une directive. Elle n'a pas été remise en cause depuis 2004. Il a fallu 150 ans pour arriver à une durée maximale du travail. Vous savez comme moi que la protection face à la durée du travail est une question de santé. Et pas seulement de l'emploi, mais de l'emploi aussi. Si on fait travailler 2 fois plus des gens qui ont un boulot à la place de ceux qui n'en ont pas, on ne résoudra jamais la question des 6 millions de chômeurs. La question qui se pose, c'est de passer de 35 heures vers 32 heures et 30 heures, et non pas de remettre en cause 48 heures. La question qui se pose, c'est d'avoir des gens suffisamment formés et bien payés pour que le partage soit réparti, qu'une société fonctionne. La question qui se pose, c'est d'avoir un repos hebdomadaire le dimanche, et pas seulement hebdomadaire. Moi, je dis 2 jours de repos consécutifs. Vous devez être rassuré, puisqu'il n'y a rien sur les 35 heures. Exactement, rien sur les 35 heures qui vont fêter leur... leurs 15 ans cette semaine. C'est ce que la droite reproche d'ailleurs dans ce texte. Comme le dimanche et le travail de nuit ne fera pas un emploi, quel est le but recherché? Ça ne fera pas un centime de plus dans les commerces. Le but recherché, c'est de déréglementer la semaine de travail. Le but recherché, c'est de déréglementer la journée de travail. Parce que faire travailler des femmes jusqu'à 23h59 le soir, c'est ça que ça va vouloir dire. Et moi, je protège plutôt la semaine de 4 jours ou la semaine de 5 jours. Je protège le fait qu'il n'y ait pas plus de 8 heures de travail par jour et qu'on vienne à 32 heures ou à 30 heures pour que tout le monde puisse travailler. Parce qu'on a passé hier le record de chômage. On a quand même eu 40 000 chômeurs de plus en décembre, 192 000 chômeurs de plus en 2014. Alors avec ce record, avec trop rigide, mais c'est parce qu'il n'est pas assez rigide qu'il y a du chômage. Vous ne comprenez tous les pays qui ont moins de chômage que nous. Mais c'est pas et vrai, regardez les ça. chiffres. Mais parce que les chiffres, vous les balayez toujours systématiquement. Je connais votre légende sur le code du travail qui est trop gros. On me l'a déjà fait avec la Suisse. Tous les pays dans lesquels le marché du travail est le plus flexible sont ceux qui ont le moins de chômage. Ce qui ne veut pas dire pas de protection pour les salariés, encore une fois. C'est ceux qui ont après des contrats 0
zéro heure comme à Londres, où c'est ceux qui ont des horaires flexibles avec lesquels ils ne peuvent pas vivre. Non, mais attendez, je vous dis que ce qui protège l'emploi, c'est la règle. Vous protégez ceux qui ont déjà un boulot, Gérard Filoche. Mais non, les chômeurs, vous vous en foutez, Gérard Filoche. Si vous empêchez qu'il y ait 1 milliard d'heures supplémentaires non payées dans ce pays, ce qui est le cas, c'est l'équivalent de 600 000 emplois. Si vous avez assez d'inspecteurs du travail pour contrôler ces heures supplémentaires, il y aura de l'embauche à la place. C'est une façon de créer du travail. Mais non, parce qu'il y a 400 000 salariés détachés en France, auxquels on ne paye pas les cotisations sociales. Attendez, vous savez combien ça prend d'emplois? Ça prend au moins 200 000 emplois. Ça prend au moins 200 000 emplois. Il n'y a pas que le bâtiment, l'agriculture aussi. Est-ce qu'on a les moyens de tergiverser aujourd'hui avec ce nombre de chômeurs, avec encore les chiffres de décembre, avec plus de 5 millions de chômeurs? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les moyens de tergiverser? Tout ce qu'on fait à l'heure actuelle est du placebo. La seule solution au chômage de masse, c'est d'aller vers les 30 heures. La seule solution, c'est de réglementer et de partager le travail. Et c'est de redistribuer les richesses. Notre pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Sortez la crise de votre tête. Il y a 1% par habitant a le plus baissé depuis 10 ans. de milliardaires. Monsieur Arnaud et Madame Bettencourt, ils possèdent à eux deux plus que 20 millions de Français. C'est une richesse pour tout le monde. Mais non, pas vrai. Un milliardaire, c'est un voleur, monsieur. Mais non, c'est un puits de pétrole. Un milliardaire, il ne peut pas avoir gagné son argent honnêtement. Gérard Filoche, qui fait travailler énormément de gens. Oui, je connais la théorie. Non, mais c'est la théorie du ruissellement. On croit que quand les riches sont riches, ça finit par tomber. Ça n'arrive jamais comme ça. Vous permettez, messieurs, on laisse parler Laurent Neumann, on se dit tout. C'est dur. Mais c'est magnifique, c'est un grand moment de télévision, toujours avec vous de toute façon, Gérard. Laurent Neumann, la politique. Il y en a un autre qui essaye de mettre tout le monde d'accord, c'est François Hollande depuis la grande marche du 11 janvier, enfin depuis les attentats et ensuite la marche, unité nationale, mais il commence à être un peu seul sur ce coup-là. Hein. Alors, unité nationale, il aimerait bien la prolonger le plus longtemps possible, au moins jusqu'à cette fameuse conférence de presse, vous avez raison, le 5 février. Alors aujourd'hui, il consultait. C'est intéressant les gens qu'il a réunis aujourd'hui à l'Elysée, parce que ce ne sont pas des technocrates, ce ne sont pas des énarques, ce ne sont pas les conseillers habituels qu'on voit défiler dans les palais de la République, ce sont des proviseurs, des patrons d'associations, des gens qui sont vraiment au contact des réalités, des élus de terrain, y compris dans les zones difficiles, et des élus œcuméniques, des élus du Parti communiste, de l'UMP, du Parti socialiste, pour écouter quelles sont les solutions. Je peux vous dire qu'en tout cas, les conseillers de l'Élysée, ils ont fait passer un message. Les réunions avec François Hollande, aujourd'hui, c'était cash. On s'est dit les choses, on n'a pas pris de gants. Et là, pour le coup, François Hollande, il a dû se rendre compte qu'entre le discours des experts habituels et ceux qui sont en contact des réalités, c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, il faut traduire ça. Il faut traduire ça avec de l'audace. Il y a une opportunité formidable. Et s'il veut maintenir cette unité nationale, il faut que les mesures qu'il va proposer le 5 soient à la hauteur des attentes, à la hauteur des 4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue le fameux 11 janvier. Sauf que je ne veux pas vous casser le moral, mais moi je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors dialogue social, les syndicats et les patrons, ils ont claqué la porte, c'est fini. Les routiers, les patrons et les chauffeurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le président de l'Assemblée nationale se fâche avec le président du Sénat. Et puis Nicolas Sarkozy, en meeting aujourd'hui à Tourcoing, il tape à bras raccourcis sur le gouvernement. Bref, si je fais l'addition de tout ça, il y a d'un côté un François Hollande qui veut absolument tenir cette unité nationale pour le meilleur, sans doute, avec peut-être des propositions, et puis il y a tous ceux qui, à côté, s'évertuent à mettre fin à cette unité nationale. Donc rendez-vous le 5. Demain, il y a les premiers arbitrages, demain et samedi, à l'Elysée, pour savoir quelles mesures vont sortir de ces réunions. On a hâte de voir ça. Merci Laurent, cette unité nationale. J'avais cru l'unité nationale, mais par contre, j'ai une solution de remplacement. L'unité de la gauche. Figurez-vous que ça serait bien de la faire, de mettre dans un même gouvernement rose, rouge, vert, le front de gauche, les verts et la majorité écrasante du Parti socialiste. C'est bien parce que ni le Parti socialiste, ni les verts, ni le Parti communiste, ni Mélenchon, personne n'en veut. Exactement. Et vous-même, Gérard Filoche, et vous-même, à titre personnel, on se dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au Parti socialiste? Vous ne validez rien. Mais madame, je défends ce qu'a défendu le candidat. Je défends ce qu'était le projet socialiste en 2011. C'est pourquoi tous les militants votaient unanimement reconstruire le Code du travail. C'était dans nos textes, c'était pas détruire le code du travail, c'était reconstruire. Donc je me sens légitime comme socialiste dans le combat que je mène pour que ce qui a été voté par nos congrès antérieurs rentre en vigueur contre la politique de Manuel Valls, qui est étrangère. Je ressens la politique de Manuel Valls comme une sorte de hold-up contre mon parti. Je ressens comme une sorte de déviation par rapport aux espérances de la gauche. Et donc je veux reconstruire. À l'intérieur, à l'extérieur. Pourtant, il est majoritaire dans l'électorat de gauche. Exactement. Pourquoi vous rejoignez pas le front de gauche? Attendez de voir avec les faits concrets. Vous allez voir les prochaines élections. Vous allez voir si on ne risque pas davantage d'être le PASOK que d'être Syriza. Vous allez voir si la politique d'austérité, si elle continue, ce qu'elle va donner malheureusement.
Je sonne le tocsin en disant arrête. Si je pouvais parler à François Hollande, je lui dirais il y a une chance de sursaut, il nous reste plus que 2 ans. Il y a une possibilité d'en distribuer les richesses maintenant, de faire la relance. Il faut saisir l'occasion de Syriza. Il faut regarder comment ça bouge en Europe. Mais pourquoi vous ne rejoignez pas le Front de gauche Mais pourquoi je suis socialiste? Pourquoi c'est moi qui partirais? Ça vous parle. Et puis en plus, sur Syriza, vous êtes reconnu avec Jean-Luc Mélenchon. Je me bats pour qu'on raye une majorité, qu'il y ait un accord qui aille de Martine Aubry jusqu'à la motion 3, la motion 4, avec l'ensemble de ceux qui aujourd'hui ont milité avec les Montebourgeois, comme on dit, Benoît Hamon, que tous ensemble. Mais oui, parce que non, attendez, c'est pas réglé. Parce que Tsipras, il a su réunir 19 partis à gauche. Moi, si je pouvais déjà réunir 6, 7, 8 sensibilités du parti et approcher les 50%, c'est mon objectif pour le congrès du mois de juin en tant que militant. Le juge de paix, Gérard Filoche, c'est quand même la courbe du chômage. C'est si monsieur est capable d'embaucher dans les... Monsieur a raison. Le bilan, l'échec criant de la politique de François Hollande, c'est le chômage qui monte. Plus il déréglemente l'ANI, la loi du 14 juin, c'était une loi, vous savez bien, de sécurisation de l'emploi. Elle nous a mis 250 000 chômeurs de plus. Ça contredit vos propos, monsieur le chiffre. Oui, mais la loi du 14 juin, elle était la loi de la sécurisation de l'emploi. Les entreprises ont à peu près 200 contraintes réglementaires de plus à satisfaire aujourd'hui qu'en 2012. C'est eux qui l'ont voulu, la loi de sécurisation. C'est le MEDEF qui l'a signé. Il n'est même pas capable de respecter le temps partiel avec un plafond. Oui, c'était le MEDEF, 24 heures de plancher. Il n'est pas capable de respecter même ce qu'il a signé dans l'ANI. Et donc on a voté une loi de sécurisation de l'emploi alors qu'on fait 250 000 chômeurs de plus. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut s'y remettre immédiatement. Gérard Filoche, Christian Persson est venu nous voir ce soir. Vous, le mot de la fin là, en quelques secondes. Aujourd'hui, vous vous dites quoi quand vous entendez le discours de Gérard Filoche J'ai l'impression d'être devant la télé, de rêver. C'est bien. D'accord, mais Monsieur Filoche, c'est le passé. L'avenir, il faut se retrousser les manches. Il y a énormément de travail dans la société française, dans l'économie française, et cette loi permet de libérer en partie ces énergies. Donc je dis à M. Macron, continuez. Monsieur le ministre, continuez dans cette voie, et nous, entrepreneurs sur le terrain, on va vous donner raison. Et moi, je dis aux syndicats, unissez-vous, manifestez. Il y a encore 3 semaines pour empêcher au maximum tous les dégâts qu'il y a dans la loi Macron. Il faut que le public français comprenne ce qu'il y a dans cette loi. Je supplie les médias d'expliquer le contenu des articles, pas seulement le dimanche. Non, le licenciement, personne n'a expliqué ce qu'il y avait sur le licenciement. Par exemple, la suppression de l'article 2064 du Code civil, qui fait qu'un contrat de travail ne sera plus un contrat de travail. Qui l'a expliqué? J'ai fait une tribune dans Le Monde, j'ai fait une tribune dans le Nouvel Observateur pour l'expliquer. Il n'y a pas un seul débat sur cette question. Et exprès, monsieur Macron fait un petit article qui sort le contrat du travail du Code du travail. Et après, ça permettra des déréglementations, comme dans les sociétés de taxi, Uber, etc. Et dans beaucoup de métiers. C'est pas expliqué dans les médias, pour le faire. Merci beaucoup, Gérard Filoche, d'être venu nous voir ce soir avec votre fougue habituelle, évidemment. Merci beaucoup. Laurent Neumann, Christian Persson, merci à vous. Emmanuel Le Chip, bien sûr, spécialiste éco, pardon, j'en suis troublé. Messieurs, merci à tous. Nous et compagnie revient lundi. Le Grand Angle, c'est Jean-Baptiste Boursier. Ciao.